peut-être une erreur d'organisation au niveau de Yehui Aska, oui, qui a poussé le Conseil constitutionnel à rejeter justement leur liste. En tout cas, ce rejet provoque des tumultes au Sénégal. On parlait justement avec nos chers invités russes, donc Kofi Gabin Adjao et Komi Valentin Mayaba. Gabin, vous aviez la parole, vous chutez et puis... Oui, c'est ce que je disais, parce que là, je parie qu'il devait y avoir un travail en amont pour pouvoir rappeler ceux qui étaient en faute à l'ordre, parce que, premièrement, on dirige pour le pays, et pour éviter les tensions qui ne cessent de flamber dans le pays à chaque moment, il va falloir que ces gens-là arrivent à réfléchir. Et réfléchir, c'est premièrement penser à l'intérêt de la population. Personne n'a intérêt à ce que les gens rentrent encore dans la rue, qu'il y ait encore des morts et tout ça. On n'en a plus besoin. Donc, le plus important, c'est d'arriver à appeler ces personnes-là, qui quand même représentent un poids dans le pays, à se conformer aux tests. Et je parie que s'ils avaient fait ce travail-là en amont aujourd'hui, il n'y aurait pas ce problème, on n'en parlerait même pas. Alors, Horus, ce qu'il a dit est très important, mais est-ce que c'est le rôle du Conseil constitutionnel? En fait, si vous voulez, pour moi, c'est le rôle à l'équipe qui entoure Ousmane Sonko. Parce que le problème n'est pas la quintessence du message qu'il porte. Le problème est les armes avec disons, le choix des armes avec lesquelles il va postuler à ces élections. Lorsque vous savez que vous avez des adversaires qui sont rompus à un certain type de méthode et qui sont à l'affût des failles que vous pouvez avoir, vous vous entourez quand même d'une batterie de spécialistes qui vont étudier votre liste, étudier les candidatures, voir s'il y a si celles-ci sont viciées ou pas, ou ainsi de suite. Et ça se passe dans le monde. Vous voyez par exemple, quand on prend l'exemple actuellement au niveau du gouvernement français, la liste gouvernementale est attaquée parce que malheureusement on a laissé passer un monsieur qui actuellement est bousculé par la justice. Donc, mais mettons que si vous voulez, du moment où en amont on n'a pas attaqué la commission dans sa manière de procéder au niveau de l'acceptation des listes et qu'on a soi-même présenté la liste, cela sous-entend qu'on s'est entouré d'une équipe qui a soigneusement étudié les différentes personnalités qui meublent cette liste-là. Si cette liste est rejetée, c'est quelque chose de dommage, mais comment dirais-je, la faute revient, en tout cas à mon sens, la faute revient surtout à l'équipe. Parce que pour moi, mettons être populaire, il y a une exigence de responsabilité lorsque l'on est populaire. Je pense qu'il y a quelque chose de dangereux, il y a quelque chose de compréhensible dans le fait que les masses puissent s'énerver et respecter au fait que la liste de leurs candidats ne soit pas acceptée. Mais il y a quelque chose de dangereux à ce que l'on entraîne les populations à rompre avec ce qui tient de la légalité des droits. Voilà. Donc, moi, je m'attends plus à avoir une batterie d'avocats, avoir une démarche beaucoup plus administrative et beaucoup plus, judiciaire si cela est possible. Mais pour moi, non, il ne faut pas mettre les gens dans les rues si on reconnaît soi-même que son équipe a fauté. C'est plutôt, voilà, donc c'est plutôt au niveau de cette équipe-là qu'il faut se débarrasser des personnes qui ne sont pas compétentes et les remplacer par des personnes qui sont viables, notamment quand on estime qu'on veut briguer la présidence. Parce que l'attaque a été portée sur quelque chose qui est écrit dans les textes. Donc cela sous-entend que dans l'équipe, les gens qui ont lu, relu, consulté cette liste et qui l'ont étudiée ne connaissaient pas les textes. Donc c'est une faille au sein de l'équipe. Alors, comme Mayaba, le 31 juillet à venir sont les élections législatives. Alors, vous voyez, les élections sont... cette coalition d'opposition et surtout sans Ousmane Sonko. Non, c'est les textes qui parlent, ce n'est pas question de personne. Ici, ce n'est pas peut-être Ousmane Sonko qui refuse d'aller, c'est parce qu'il n'a pas respecté les textes et tout. Ici, la question, vous savez, à l'Assemblée aujourd'hui, je crois que l'équipe l'Assemblée est majoritairement
dominé par le parti présidentiel. Et aujourd'hui, vous savez que tous les textes qu'on optera, c'est qu'à l'avantage du parti. Et donc, tous les partis devaient se conformer. Maurice l'a relevé, c'est très intéressant parce que c'est la méconnaissance des textes qui fait aujourd'hui que la plupart des oppositions ou même des partis politiques, certaines parfois, font des dérapages par rapport à certains clivages ou certaines insuffisances au niveau de l'organisation des élections. Ça s'est passé ici au Togo. Vous avez vu que l'opposition était dans la rue, ne tenant pas même compte de la réalité du terrain, parce que le terrain, c'est le texte. On vous dit par exemple qu'il y a l'organisation, enfin, les élections s'organisent et on vous dit par exemple, si vous prenez même l'élection que nous avons connue, je crois, en 2013, où la proportionnelle, à la proportionnelle, justement. Et donc, à l'époque, le ministre Trimois, c'est lui qui était chargé d'expliquer, voilà, qui était chargé d'expliquer le scrutin, parce que personne ne le maîtrisait. C'était à la proportionnelle, je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui. Et les gens étaient végétés dans un vide juridique, les gens ne comprenaient rien. Mais finalement, les gens se sont accoutumés et tout était rentré dans l'ordre. Ici, il ne s'agit pas peut-être de sortir dans la rue pour manifester, c'est d'expliquer aux uns aux autres, ou même de ces partisans, quelle est la raison pour laquelle nous sortons. Est-ce que nous avons raison peut-être en réclamant ceci? Est-ce que nous pouvons avoir gain de cause? Est-ce que nous sommes trichés? Ainsi de ces questions, je crois, risquent ou permettent peut-être à l'opinion d'apprécier juste, comment l'appelle-t-on, de jauger un peu les réalités politiques. Le problème se trouve au niveau des recours. Mais Gabin a dit, oui, en tant que juriste tout à l'heure, oui, comme c'est le Conseil constitutionnel, c'est cul pour eux. Non, en fait, c'est cul, puisque c'est la plus haute juridiction qui puisse, puisque quand elle se prononce, il n'y a pas de recours. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Comme donc, cette façon de faire, c'est pourquoi je disais que les carreaux sont cuits par après pour le parti Sonko aujourd'hui et cette coalition. Je crois que à l'avenir, ça leur permettra de bien étudier le fichier, enfin le code électoral et les textes qui régissent l'ensemble de l'organisation de ces élections-là pour qu'on ne soit pas toujours végété dans des turbulences, dans des mouvements. Aujourd'hui, ça va leur faire voir même que sur le plan international, si on n'explique pas à fond, les gens diront que non, que le parti gouvernemental est en train de... Voilà, que le parti gouvernemental est en train de torpiller l'opposition pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Comme ça se fait partout. Mais rentrer dans le tréfonds, vous allez comprendre que les erreurs même proviennent de ces partis. Puisque le texte doit être... Le texte n'est pas... Il n'y a pas un texte impartial. Enfin, le texte ne doit pas être orienté vers des individus. Non, quand on parle d'une loi, la loi est impartiale. Donc, cette façon de faire et de comprendre qu'il y a des textes que nous ne voulons pas respecter, nous voulons faire ce que nous voulons parce que comptant sur notre popularité. Je crois que quand nous voulons la démocratie, il faut toujours les b.a.-ba de cette démocratie. Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que je vais donner un exemple historique que je trouve qui est intéressant. Il s'agit de l'histoire afro-américaine. C'est comme le cas de Rosa Parks. Beaucoup de gens ignorent qu'en réalité, Rosa Parks n'est pas la première à avoir dit non. Oui. C'est pas la première. Il y avait une demoiselle avant elle qui avait dit non. Mais le problème qui se pose avec la NAACP, à laquelle Rosa Parks appartenait, c'est que cette demoiselle-là pouvait être attaquée judiciairement, disons, en termes de profil, elle ne correspondait pas. À l'époque, je pense qu'elle tombe enceinte et ainsi de suite. Et on ne peut pas s'en servir de façon légale pour pouvoir attaquer les lois gouvernementales de la ségrégation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend Rosa Parks, qui est déjà affiliée à la NAACP, et justement, elle refuse de s'asseoir afin justement de tendre un piège à l'Amérique ségrégationniste et pouvoir contester les lois qui sont établies. Et c'est à partir de là que l'on fait sortir les populations, mais on fait sortir les populations sur un boycott qui va s'attaquer à l'élément argent, pour faire plier l'Europe, l'Amérique ségrégationniste. Ploie. Donc c'est pour dire que il y a toujours lorsque vous avez, comme Ousmane Sonko, un certain type de projection, au-delà de la chose populaire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expertise, où vous allez vous entourer de personnes qui connaissent la loi, qui la décortiquent, qui vont élaborer les stratégies nécessaires
afin de montrer, peut-être au niveau des populations et même au niveau de la loi, que la décision qui est prise n'est pas correcte, n'est pas légale et que vous êtes lésé par cela. Lorsque vous ne faites pas ce travail préalable et qu'on est dans quelque chose de strictement populaire, à un moment on peut, rentrer dans... mettons, dans des choses qu'on arrive on arrive difficilement à maîtriser. Et souvent, au niveau de nos partis politiques africains, c'est cela. C'est-à-dire, il n'y a pas une éducation aux populations. On sent qu'il y a un manque de stratégie. Si quelqu'un comme Martin Luther peut demander à un ensemble de populations de décider de marcher sur plusieurs kilomètres au lieu de prendre le bus pour aller au travail, pour aller à ses activités. Ça vous donne une idée de comment les partisans de la NSACP de l'époque, en tout cas des partisans afro-américains, étaient particulièrement structurés et organisés et particulièrement édifiés quant à la procédure qu'ils doivent mener pour arracher leurs droits. Et ça nous manque. Parce que très souvent, là par exemple, vous avez des populations qui sont fâchées. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais maintenant, comment est-ce qu'on les oriente de façon à pouvoir, un tant soit peu, remettre en cause telle ou telle procédure, mais de façon légale, cette procédure de façon légale. Allez, on va quitter Dakar. Un mot. Vous savez, il y a quelque chose. Souvent, il y a la loi, mais il y a aussi le contexte. Et le contexte, c'est très important. On dit la loi pour une population, et arrivé à un certain moment, il faut arriver à faire en sorte que la population n'en pâtisse pas. Ici, c'est vrai, l'opposition a failli, mais c'est le pouvoir qui dirige, c'est lui qui doit protéger l'intégrité de cette population-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut y réfléchir en amont. Que va-t-il se... force de mobilisation de... Voilà, doucement de Sonko. Que va-t-il se passer si on rejette la liste de celui-là? Surtout que notre population n'est pas informée, parce que le gouvernement a l'information que la population n'est pas informée sur cette loi-là. La population est à majorité analphabète. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut connaître son peuple et savoir prendre des mesures pour éviter les grabuges. Et si on est honnête, le problème ici c'est l'honnêteté. On n'est pas honnête en Afrique. Il suffit d'un coup de téléphone. Voilà, ici en Afrique on dit, en politique ça ne pardonne pas. Quand tu commets une erreur, on t'éjecte. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Normalement, si la population était plus importante que nos intérêts, surtout que lui, il est déjà dans le dernier mandat présidentiel, hein, s'il ne veut pas briguer un troisième mandat, même si ce n'est pas lui. Voilà, on est toujours dans les calculs politiciens et c'est ça qui ne nous avantage pas. Il fallait y penser en amont et aujourd'hui, il n'y aura même pas de blessés, il n'y aura rien. On va le laisser libre cours, il va participer aux élections et si on le bat sur le terrain, on le bat sur le terrain. S'il nous bat, c'est pour l'intérêt du pays, la vie continue. Allez, on va quitter Dakar pour Bamako en passant par Accra au Ghana. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis samedi à Accra, ont envoyé un nouveau sommet le 3 juillet à venir. Donc, toute décision sur les sanctions contre le Mali ainsi que sur la conduite à tenir à l'encontre du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry, deux pays où les militaires ont également pris le pouvoir par la force. Selon le communiqué, commis Valentin Mayaba, on pensait que ce sommet d'Accra allait lever, si on peut le dire, les sanctions contre surtout le Mali. Finalement, on remet sur le 3 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous, Accra? Beaucoup de choses sont passées. Vous savez, ce problème du Mali, du Burkina, de la Guinée reste dans la fièvre du continent africain et que tous les Africains veulent quand même avoir un dénouement par rapport à ces crises-là. Les gens attendaient de ce sommet-là des résultats tangibles. Mais malheureusement, il y a eu deux positions très tranchées. Ceux qui prônent la négociation et ceux qui sont restés toujours dans leur fièvre de tension inouïe. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas entendus par rapport aux principales décisions qu'il faut prendre à l'encontre de ces pays-là.
Mais malheureusement, le taux se dessert un peu parce que quand vous voyez un peu la décision qui a été la majorité, enfin quand je parle de la majorité, ceux qui prônent pour la négociation, en fait le ratio, vous trouverez qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont toujours restés infléchibles, infléchibles dans l'action. Mais ce qui est important de noter, c'est que la décision par rapport aux sanctions de la CEDEAO, puisque ce qui a été dit, c'est que nous savons ou nous voyons que la CEDEAO n'a pas bougé d'un seul iota par rapport à la date d'organisation, c'est-à-dire que pas à la date, c'est-à-dire au délai qu'ils avaient accordé au Mali, les 16 mois. Les 16 mois. Voilà, alors que le Mali reste toujours sur les 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Nous l'avions dit ici, par rapport à cette actualité, nous l'avions dit ici que dans les jours à venir, on verrait si les deux parties vont quand même trouver un terrain d'entente. Si aujourd'hui, la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, qui a pour principale mission de prôner la paix et de voler au secours des pays en difficulté, n'arrive pas à bouger d'un seul iota pour trouver une solution, ne serait-ce que harmoniser les positions, je pense qu'il y a cette volonté de cette organisation, qu'il n'y a pas la volonté de cette organisation d'aider les pays en difficulté par rapport à ce que nous connaissons. Mais dommage également parce que ils savent que depuis un certain moment, le feuilleton malien qui taraude l'esprit de tous les Africains, qui est devenu même, à mon avis, une sorte une arme nécessaire pour la plus, puisque les gens aujourd'hui, quand vous voyez, moi je lis ça, je fais 2 lectures de cette situation au Mali, au Burkina et puis en Guinée. Parce que les gens ont oublié déjà le viol de la constitution ou du protocole additionnel de la CEDEAO pour parler du fait qu'il y a la population qui est en train la population est en train de se redéfinir autrement par rapport aux actions que mènent les pays occidentaux, en l'occurrence la France, vis-à-vis des pays africains. C'est ce que nous constatons, parce que malgré qu'il y ait coup d'État qui n'est pas accepté de toi à moi, personne ne peut faire l'apologie du coup d'État. Mais quand vous regardez un peu, vous allez voir au Mali, par exemple, que la plupart, une grande partie de la population accepte ce coup d'État. Oui. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils se disent que le coup d'État est pas le coup d'État, la gouvernance est instrumentalisée. Par qui? Par peut-être un pays comme la France. Donc les gens veulent sortir de ce giron-là pour dire que si c'est que il faut que quelqu'un vienne nous sauver de cette cette situation, vaut mieux l'accepter que de nous peut-être végéter des formules de démocratie qui ne nous arrangent pas. Je l'ai dit ici que ce qu'on appelle démocratie, en fait, les Africains n'ont pas compris la démocratie. Ça fait que ça ne nous profite pas. Cette démocratie, comme nous ne l'avons pas compris, ceux qui nous ont imposé, nous l'ont imposé. Ça leur profite plus que nous qui sommes en train de vouloir l'expérimenter. Et donc, ça fait que les gens, n'y comprenant rien de la situation, sont obligés de dire « je préfère être dans mon statut » que peut-être de venir prendre une formule que je ne comprends pas. C'est ce que nous sommes en train de dire, puisque les gens profitent des principes de démocratie pour assouvir à leur soif, en même temps pour prendre le pas sur les pays en développement, en l'occurrence les pays africains, quoi. Donc, si vous faites un peu le détour de l'actualité, c'est vrai que la CEDEAO, à mon avis, n'a pas joué sa partition depuis le début de cette crise-là. C'est vous qui êtes l'organisation suprême sous-régionale pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Pourquoi est-ce qu'une situation telle qui se présente, on sait qu'un coup d'État, ce n'est pas quand même ce qui est prôné. Mais quand ça arrive, c'est prévu dans les textes, que si ça arrive, voilà les contours. Or, vous savez que chaque pays a ses réalités. C'est pourquoi je parlais entre-temps ici d'une relecture de la charte de la CEDEAO. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. À supposer que le Mali, dont nous parlons actuellement, le Burkina ou la Guinée, on leur donne, on dit c'est uniforme, on vous donne 12 mois ou 6 mois
ou 18 mois pour organiser des élections. Alors que les problèmes endogènes sont beaucoup plus importants. On ne pourrait pas résoudre ces problèmes avant d'aller aux élections. À quoi bon de courir vers les élections et que revenir encore, puisque ce qui amène les coups d'État, je l'ai dit ici, tout le monde connaît. C'est le problème de gouvernance surtout qui est à la base de ces coups d'État. Un chef d'État est un président, un candidat qui vient, un président qui vient au pouvoir, qui prête serment, je jure et tout, et après il ne le fait pas. Que dira le peuple? Le peuple ne serait que prendre son destin en sortant. Et ça profite à qui? À l'armée, parce que l'armée se dit elle est républicaine, c'est une armée républicaine, elle vient mettre de l'ordre. Si c'est ça, nous retirons le pouvoir et nous allons organiser des élections pour remettre le pouvoir acquis de droit. Alors aujourd'hui, le mal c'est que nous voyons, ça il ne faut pas manquer de le dire, ce pouvoir, enfin cette armée commence à s'intéresser aussi au pouvoir, puisque c'est d'une part cette question... Vous avez vu les signes, sans doute. Non, même si ça ne se définit pas clairement, ça se fait voir, parce que d'une manière générale, c'est vrai que cette armée dit que je ne veux pas le pouvoir et tout, mais nous savons dans les bastions même de l'armée comment les choses se font, puisque depuis longtemps, c'est notre formée à nous, Africains, puisque la plupart des États africains que nous avons connus avant les indépendants étaient des chefs d'État, des armées, enfin, des militaires au pouvoir. Et donc, ces militaires, ils font la loi, la pluie et le beau temps. Et si c'est pas aujourd'hui, on commence à voir les choses s'harmoniser un peu, parce qu'à l'époque, quand on dit tu es militaire, tu as tous les droits possibles. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est pourquoi je dis que cette habitude que nous avons voulu rompre depuis un moment sont en train d'intégrer dans nos sociétés, et c'est ça qui est dangereux. Il va falloir qu'à un moment donné, que la CEDEAO, pour terminer, que la CEDEAO pense à l'intérêt des États qui sont dans cette difficulté-là pour pouvoir trouver une solution. Trouver une solution voudrait dire quoi? C'est le problème de délai qui pose problème actuellement. Ouais. Si c'est le problème de délai, la CEDEAO ne peut pas nous dire aujourd'hui que pour un délai de 6 mois, on ne peut pas trouver un consensus. Ce n'est pas possible. Donc on pouvait peut-être dire, nous disons 16 mois, l'autre 24 mois, entre 8 mois, on fait 4-4. En ce moment, on saurait dans quelle mesure... C'est moi qui avais proposé ça. En tout cas, on saurait dans quelle mesure la bonne volonté, la bonne foi du gouvernement malien, des autorités maliennes, quand même serait mis en jeu. Ouais. Alors, Horus Donkovi, les gens ont dit que les pays qui faisaient partie de la ligne dure, d'ailleurs les gens ont eu à les citer, on parle du Nigeria, du Ghana et puis du Niger. Je n'ai pas compris personnellement, surtout la position... De la Gambie, De la Gambie également, surtout la position du Nigeria, un géant en Afrique de l'Ouest. Depuis quelque temps, le Nigeria est resté très muet sur la question. Le président Buhari n'a pas participé à des sommets. Il est là cette fois-ci. Et pourquoi cette position du Nigeria selon vous? Alors, de façon globale, moi j'appelle ça de la grosse comédie. Moi j'appelle ça... pourquoi? Je m'explique. Alors, déjà le premier point, c'est... Je vois beaucoup le débat sur la démocratie. Donc la démocratie, qui, mettons, si vous voulez, qui nous serait importée et dont on n'aurait pas compris un peu la chose. La vérité, c'est que lorsque vous avez séculairement, vous avez pu avoir séculairement des États qui peuvent partir du fleuve Sénégal au lac Tchad sans avoir une armée de métier. Ça veut dire que non, qu'une démocratie existait. Mais par contre, cette démocratie se basait sur la capacité des peuples, des castes, des populations à pouvoir s'exprimer. Tout à fait. Donc il y a déjà cette première chose-là. Donc ce n'est pas l'autre qui nous amène la démocratie, c'est plutôt nous qui avons perdu la manière de faire la nôtre. Parce que lorsque vous allez dans nos villages, c'est compliqué d'avoir dans nos villages ou dans nos États des tyrans de façon séculaire. Maintenant, pour le point qui est celui de la démocratie moderne telle qu'on la connaît, attention, alors la démocratie en Corée du Sud n'est pas celle dont se réclame la Chine. Non. Ce qui se fait en Allemagne n'est pas ce qui se fait en France. Ce qui se fait aux États-Unis n'est pas ce qui se fait en Angleterre. Vous avez une reine. Ce qui se fait en Angleterre n'est pas ce qui se fait en Norvège. En Norvège. Tout à fait. Là où nous avons péché, c'est que nous avons calqué un modèle sans s'en référer à nos particularités qui sont les nôtres et sans départir ces particularités-là de mythes qui en réalité n'existent pas. Le chemin
gros chef traditionnel qui en impose et qui a une autorité inflexible telle que nous l'ont vendu par exemple des personnalités telles que Mobutu, en réalité n'existe pas parce que vous ne ferez pas sans les notables. Oui. Ça c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est une question que je pose souvent ici, je dis, lorsque vous voyez nos états séculaires et même nos chefferies, est-ce que la personne qui a le plus d'argent et le plus d'avoir est celui qui est garanti à la notabilité? Non. On peut avoir un chef de village en Afrique qui est bien chef de village, mais qui a ses champs. Et après, vous le voyez avec sa houe, Oui. vous ne lui ferez rien. Vous Ah pouvez ouais. avoir un notable pêcheur qui va prendre sa pirogue, il voyage, vous ne lui ferez rien. Il n'a pas 4 étages, mais vous ne lui ferez rien. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont de nous, qui font que sa parole est libre et garantie. Oui. Donc, il y a ce point-là. Maintenant, pour revenir à cette question lorsque je parle de comédie, mais on nous parle du coup d'État au Mali, mais quand on analyse bien, est-ce que le Congo-Brazza avec Sassou Nguesso, le Cameroun avec Paul Biya, le phénomène, Guinée équatoriale, voilà, est-ce que ces pays vont présumer de plus de démocratie et plus d'ouverture que le Mali? Sauf qu'ils ne sont pas dans l'espace CEDEAO. Non, ils ne sont pas dans l'espace CEDEAO, je suis d'accord. Oui. Mais il s'agit toujours de l'Union africaine. Voilà. Et donc, si on va dans l'espace CEDEAO, quand on voit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Togo et en Guinée, on peut se poser des questions. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand on a un pays comme le Nigeria, qui a une histoire très forte avec ce qu'il y a de coups d'État militaire, de présence militaire, d'hommes politiques qui en fait sont des anciens officiers reconvertis, ben on peut se poser des questions. La question la plus importante, c'est celle-ci. Actuellement, nous avons un problème sécuritaire important. Des pays qui n'étaient pas attaqués avant le sont maintenant. Est-ce que le fait d'avoir un Mali faible est à notre avantage? Est-ce qu'une déstabilisation économique du Mali, une strangulation économique du Mali est à notre avantage? La vérité, c'est qu'un Mali actuellement qui tomberait économiquement et donc qui s'affaiblirait. Et donc, parce qu'il s'affaiblirait économiquement et structurellement, serait beaucoup plus accessible à des terroristes, et cela va en notre défaveur. Donc, lorsque vous êtes la CEDEAO, et que vous êtes parrainé par des puissances extérieures qui vont vous encourager dans la défense de tel ou tel processus, de telle ou telle pénalité, de telle ou telle, prise de décision. Parce que la vérité, ça veut dire que si vous ne pouvez vous priver de l'apport économique, si par exemple je prends le cas du Togo ou bien de la Côte d'Ivoire, on va se priver de tout ce que le Mali peut apporter dans les caisses de l'État. Ce qui rentre dans les caisses de l'État fait partie de notre autonomie, donc de notre possibilité, de notre présomption à l'indépendance économique. Et que maintenant, nous, on va se départir de ces avantages-là. Et on va s'appuyer peut-être sur tout ce qui peut être aide. Prêt au FMI, prêt à la Banque mondiale, qui sont dirigés de facto par les ressortissants de ces mêmes puissances. Vous le permettez aux Russes, on nous attend pour le journal. D'accord. On va juste marquer la pause pour le journal. On vous retrouve pour parler du Mali et enchaîner avec la République démocratique du Congo.